Salut les gens. Alors on est ici au parc Montsouris dans le 14e arrondissement de Paris, qui est un poumon vert dans la capitale, qui est un lieu qui est important. Pourquoi? Parce qu'on sait que les canicules vont s'inviter de façon de plus en plus quotidienne, notamment l'été, et qui sont un lieu dans lequel on peut respirer et se rafraîchir, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que les constructions dans la capitale n'ont pas été conçues, pensées, imaginées, tant d'un point de vue architectural qu'urbanistique, pour affronter en fait les sujets qui sont mis en avant par le réchauffement climatique. Alors on aura l'occasion de se revoir maintenant toutes les semaines dans un parc parisien du 13e ou du 14e pour faire un peu la revue de presse, parce que je me rends compte que YouTube finalement est un endroit assez idéal pour pouvoir parler des sujets qui nous ont préoccupés et qu'on a vu traverser les réseaux sociaux, parfois de façon fugace mais quand même, et qui sont peu relevés par la presse mainstream. Le premier d'entre eux, c'est notamment celui de l'interpellation de Monsieur Ayrault, qui est président du DAL. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le DAL, c'est droit au logement, dont Monsieur Ayrault, appelé plus communément Babar, et en est l'égérie depuis de nombreuses années, qui a pour mission de défendre le droit au logement, parce que c'est un secret pour personne de savoir que au-delà des sans domicile fixe, il y a énormément de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui soit sont logés de façon extrêmement précaire dans des conditions carrément abusées, ou alors qui tout simplement n'ont pas de logement régulier dans lequel pouvoir habiter. Et ce sujet me concerne particulièrement parce que en tant que parent d'élèves, j'ai eu à accompagner parfois des familles qui étaient ballottées d'hôtel social en hôtel social, ou alors qui étaient logées dans des conditions assez innommables, et qui du coup étaient une vraie rupture républicaine, notamment pour les enfants qui le lendemain devaient se lever comme si de rien n'était pour aller à l'école, à qui on mettait des notes, et qui d'année en année se retrouvaient avec un parcours scolaire extrêmement chaotique, et que s'il ne s'agissait pas de la volonté de ces enfants, de leur famille, et parfois des associations comme Droit au logement qui les accompagnent ou d'autres, eh bien l'avenir de ces enfants, en fait, en termes d'égalité, eh ben ça se rapproche plutôt du zéro que de la promesse républicaine de pouvoir décider de participer à la méritocratie et à l'élitisme républicain dont on parle de l'école française. Donc j'ai assisté en fait à la sortie du commissariat de Monsieur Ayrault et aussi de Julie de Attaque, qui ont été victime d'une plainte de Monsieur Arnaud, qui est propriétaire notamment de la Samaritaine et du groupe LVMH, qui a porté plainte contre une action qu'ils ont fait devant la Samaritaine. Or, évidemment, le procureur ne va pas donner suite à cette interpellation, mais c'est assez symptomatique aussi de la façon dont on traite en fait dans notre pays ces lanceurs d'alerte qui en fait ne font que révéler au grand jour, ou en tout cas qui essayent toutes les questions qui sont liées aux ruptures d'égalité. Alors, j'en profite pour dire que place de la Bastille, toujours à Paris, il y a un campement qui s'est mis en place pour tous ces réfugiés sociaux qui trouvent précisément refuge sous une tente, et qui toute la journée sont là pour mettre en avant le fait qu'il y a certains de nos concitoyens et de nos concitoyennes qui sont dans des conditions de logement innovables, et parmi elles notamment des femmes seules avec enfants, ce qui, comme nous le savons, sont les publics les plus fragiles dans notre pays. Donc j'ai assisté à ça, et écoutez, je profite de cette chaîne pour dire que ça n'a pas été énormément, voire pas du tout couvert par les médias. Donc on profite de YouTube pour mettre en avant et afficher notre solidarité à celles et ceux qui s'engagent pour le droit au logement dans notre pays, et en particulier celui des enfants. Le deuxième sujet que je voulais mettre un peu sur la table, c'était la question des présidentielles, avec ce fait très important qui s'est mis en place, c'est-à-dire l'émergence assez structurée et assez visible en fait de 4 blocs. Le premier bloc est celui contre je m'engage depuis mon enfance, parce que pour celles et ceux qui me connaissent un peu, moi je suis fils de réfugié politique qui a fui la dictature du général Pinochet, donc l'extrême droite chilienne, qui en fait quand elle arrive au pouvoir, vous savez, la loi, la constitution, ça se modifie aux avantages évidemment de l'exclusion, de la chasse sociale, et finalement de pourchasser celles et ceux qui ne correspondent pas à leur iconographie de ce qui convient d'être en termes de comportement, mais aussi d'origine dans le pays dans lequel on vit. On sait en France que, moi je me souviens, enfant de ces affiches du Front National, dont Marine Le Pen est la descendance, que 1 million d'immigrés
immigrés, 1 million de chômeurs. Ah bah c'est magique, ça fait si on vire les immigrés, bah il y a plus de chômeurs. Non mais bon, au-delà du biafat de l'esprit d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de la question des migrations à l'échelle internationale, on peut voir que finalement cette vulgate n'a pas beaucoup changé, même si on ajoute maintenant celle de Éric Zemmour qui, au-delà de parler des immigrés, parlait de certains immigrés, en particulier ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc devant cette simplification des choses qui, au niveau du café du commerce, peut tenir la route quand on est un peu bourré, au regard des chiffres, des statistiques, mais aussi de ce qui constitue notre humanité depuis que l'être humain est sapiens, eh bien, il convient de dire que ce bloc existe, qu'il a grandi et que finalement, le Front républicain qui s'est toujours mis devant et qui a finalement porté Emmanuel Macron à la présidence de la République, eh bien, il s'effrite petit à petit puisque le Front National, c'est-à-dire l'extrême droite ajoutée d'Éric Zemmour, a augmenté son nombre de voix d'un point de vue électoral depuis ces 5 dernières années. Donc il va falloir changer un peu la matrice, changer aussi un peu la façon de réfléchir les choses, parce que finalement le deuxième bloc qui a émergé dans cette élection présidentielle, qui est le bloc que j'appellerais libéral, néolibéral, c'est-à-dire ceux qui croient à la toute-puissance du marché, à la main visible de Adam Smith, qui croient que plus il y a d'État, et bien moins l'économie fonctionne. Vous savez, toute cette vulgate qu'on enseigne dans les courbes ISLM en première année d'économie, dans la réalité, on sait que ça marche pas. D'ailleurs, scientifiquement, ça ne marche pas non plus. Mais peu importe, ce bloc s'est constitué avec un axe très fort, avec les immigrés de droite qui sont arrivés chez Emmanuel Macron. Je pense évidemment à Édouard Philippe, à Gérald Darmanin, à Monsieur le maire, à toutes celles et ceux comme Wörth et d'autres qui sont arrivés dans ce bloc et qui finalement ne font que reproduire une vision de la société où les chômeurs, par exemple, seraient responsables de leur chômage, les pauvres seraient responsables de leur pauvreté et les mauvais élèves seraient responsables de leurs mauvais résultats scolaires. Bon. On peut en parler, on peut le théoriser dans les salons, mais dans la réalité, en fait, non seulement scientifiquement cela ne tient pas, idéologiquement cela est très inscrit dans une vision très conservatrice et réactionnaire du monde, mais surtout, ça ne tient pas la route par rapport aux solutions, puisque c'est précisément ce qu'Emmanuel Macron et sa majorité unanime, puisqu'ils sont extrêmement majoritaires à l'Assemblée nationale, et qu'ils peuvent faire et défaire ce qu'ils souhaitent, eh bien, n'ont pas permis, avec tout ce qu'ils ont mis en œuvre, de pouvoir endiguer cette montée du Front National. Comme quoi, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un boulot. Et surtout, ça m'amène à le fait que on a oublié 2-3 détails dans la séquence. Par exemple, on a entendu dernièrement Elisabeth Borne dire que, miracle, le taux de chômage était au plus bas et en avant pour le plein emploi. Et on oublie de dire qu'on vient de fêter il y a 3 jours le 116e mort, c'est-à-dire parmi nos concitoyens et nos concitoyennes, depuis le début de l'année 2022, il y a 116 travailleurs qui ont trouvé la mort dans leur travail. C'est-à-dire que la France a eu le leadership, et elle a le leadership actuellement, du nombre de décès au travail. Donc, oui, on peut gargariser et faire du cocorico devant des chiffres. Mais quand ça s'appuie sur de la souffrance humaine, sur du décès de nos concitoyens, sur la précarisation et la flexibilisation notamment des jeunes et des femmes pour atteindre ces objectifs, je pense que la moindre des choses, c'est d'être plutôt modeste et de se dire qu'il y a beaucoup de travail et certainement pas de continuer à casser socialement le marché du travail, le droit du travail et les conditions des salariés, parce que ce sont eux qui payent le prix fort pour pouvoir fanfaronner dans les médias mainstream. Donc je remercie le média L'Humanité, au passage, une fois n'est pas coutume, pour avoir été, je crois, les seuls à mettre en avant ce triste palmarès du nombre de morts sur leur lieu de travail en France. Alors ce palmarès est malheureusement un palmarès qui nous donne le lead en Europe, et ça serait bien qu'on ait le lead inverse, c'est-à-dire des meilleures conditions de travail, et c'est pour ça que j'en viens maintenant au 3e bloc. Le 3e bloc qui est celui qui a émergé, qui s'appelle l'Union populaire, et qui est composé aussi des autres composantes de gauche, dès lors qu'elles s'accordent sur un programme, et manifestement Habemus Papam en toute laïcité, puisque cette nuit un accord a été signé entre l'Union populaire et Europe Écologie Les Verts et Génération, qui d'un point de vue programmatique essaye d'apporter des réponses, ou en tout cas à mon sens apporte des réponses précisément pour faire en sorte que le travail, la boîte, le boulot ne soit pas le lieu des souffrances, que l'école ne soit pas le lieu de la distinction et de la sélection, où les conditions sociales importent pour ce choix, que les femmes et les jeunes arrêtent d'être les précarisés
civilisée de la société, qu'on fasse en sorte que les relations internationales s'apaisent, qu'on puisse aller vers la lutte résolue contre le réchauffement climatique et faire en sorte que, eh bien, il y ait davantage de parcs financés par l'argent public à disposition de nos concitoyens, notamment quand on n'a pas de balcon à la maison et qu'il fait chaud à la maison. Qu'on fasse en sorte qu'on arrête de béniser sur le tout automobile, parce que même les bagnoles électriques ne sont pas une solution dès lors qu'on importe et qu'on sacrifie à l'autre bout de la planète les conditions matérielles pour faire en sorte qu'ici à Paris on puisse rouler propre. Donc vous voyez, tout ça, ces interdépendances, ces coopérations, elles sont portées d'un point de vue programmatique et j'espère qu'elle aura tendance à s'élargir, parce que c'est ça la vraie réponse, à la fois à l'extrême droite, à mon sens, et aussi au bloc libéral néolibéral qui n'a que trop vécu, parce qu'il n'a pas de réponse réelle à ce que nous subissons et ce que nous vivons au quotidien. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler une promesse électorale qu'a fait Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, donc bloc contre bloc, avant le deuxième tour, qui consistait à dire, dixit le président, mais vous vérifierez, c'est facilement reconnaissable dans les médias, que si un maire s'opposait à une fermeture de classe à la prochaine rentrée scolaire, alors banco, la classe ne sera pas fermée. Eh bien, ça tombe bien, parce que ici, dans le 14e arrondissement de Paris, mais je sais que les arrondissements ailleurs à Paris, mais aussi en banlieue, il n'y a aucun maire qui souhaite avoir des fermetures de classe, eh bien, je me fondrai d'une petite lettre ouverte qui permettra au président de la République, élu dernièrement, de pouvoir tenir son engagement. C'est-à-dire que quand un maire, et en l'occurrence ici des maires d'arrondissement, s'oppose à une fermeture de classe, eh bien, il n'est pas de fermeture de classe. Et ça sera une excellente nouvelle pour une école qui n'est pas très loin d'ici, dans l'arrondissement. C'est-à-dire que dans une école maternelle, eh bien, à la rentrée scolaire, il est promis d'avoir 24 élèves par classe dans une grande section maternelle. Et puis, comme il n'y a pas assez d'enfants d'un point de vue statistique dans un tableau Excel du rectorat, eh bien, par miracle, il y aura 30 élèves en petite section et 30 élèves en moyenne section. Alors, évidemment, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'école et qui la connaissent, comme moi je peux la connaître en tant que parent d'élève, enseigner à 30 enfants en petite section et à 30 enfants en moyenne section, c'est la meilleure garantie à la fois de ne pas tenir compte des conséquences de la Covid d'un point de vue scolaire, éducatif, psychologique et affectif, de ne pas remercier les premières lignes qui ont été les enseignants, qui ont mis plus que leur salaire pour que l'école tienne et soit ouverte, parce que ce sont eux qui ont maintenu les écoles ouvertes pendant le confinement, et finalement de pouvoir permettre à ces enfants de pouvoir une scolarité normale et de rassurer les parents. Donc bonne nouvelle, Monsieur Macron, tenez votre promesse à la rentrée scolaire, ici dans le 13e et dans le 14e, à l'ensemble de Paris, renoncez aux 80 fermetures de classes qui sont prévues et élargissons le spectre à la fois à la banlieue comme à Aubervilliers et ailleurs où les sections de classes sont censées être fermées, mais aussi ailleurs, notamment là où le Front National a augmenté son score, je pense notamment dans la ruralité, puisque quand des écoles ferment dans un village, eh bien comme dit le vieil adage, c'est le village qui est condamné. Donc puisqu'on est sur l'avenir, engagez-vous et tenez votre promesse. En tout cas, je vous interpellerai dans une lettre ouverte. Aucune fermeture de classe à la prochaine rentrée. Parions sur l'avenir, soutenons nos enfants et soutenons les enseignants. Voilà, on a fait un peu le tour de l'actualité. Je ne peux pas manquer quand même d'en revenir un peu aux législatives, puisque, comme je viens de le dire, un accord a été signé. Alors, les législatives, c'est un moment particulier parce qu'elle va s'adresser au 4e bloc. Le 4e bloc, je le rappelle, le premier extrême droite, non merci, néolibéral, conservateur, libéraux, peut mieux faire, et bloc populaire, on vous promet et on doit tenir nos promesses. Alors ce 4e bloc, il est composé notamment par des abstentionnistes. Et dans ces abstentionnistes, beaucoup de jeunes. Et précisément, les jeunes, ce sont eux qui se sont mobilisés pour voter pour le bloc populaire, il paraît, parce que les sondages disent cela post-élection. Eh bien, j'invite tous ces électeurs à se mobiliser pour les législatives, pour porter les candidats de l'Union populaire écologique et sociale, le NUP, comme on l'appelle maintenant. Peut-être que ça changera de nom, mais les personnes resteront les mêmes. Et surtout, le programme restera le même, de s'investir dans les associations, dans les organisations, dans le terrain, partout, parce que quand on est élu, eh bien, il ne faut pas que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors pour que les promesses n'engagent pas que ceux qui y croient, eh ben, il va falloir donner de l'élan. Et le donner de l'élan, la meilleure garantie, c'est de s'engager. Voilà les amis, on arrête pour aujourd'hui. Vous avez les petits commentaires en bas si vous voulez que j'aborde des sujets que vous avez vu passer, que vous voulez sur lesquels je discute en fait avec vous, parce que le format, quand je fais des médias sur 2-3 minutes, bah, ça ne permet pas
d'aller au fond des choses. Et encore une fois, abonnez-vous. Si le format vous voit, tout est perfectible, évidemment, on va s'améliorer ensemble et collectivement. Si vous souhaitez être informé des prochaines publications que vous regardez pas, ça c'est votre liberté, ou vous voulez partager, et ben n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez une petite notif, et en avant Guingamp, comme on dit chez moi, et parce que l'avenir appartient à celles et ceux qui luttent, et comme on dit en Seine-Saint-Denis et ailleurs, la lutte est dure mais elle ne doit pas être triste.